Nous sommes à la veille de la fête de l'Aïd el-Kébir, communément appelée Tabaski ou fête des moutons. Elle se prépare déjà sur les marchés de bétail. Dans ce marché de Zongo, à Cotonou, où les moutons sont à perte de vue, les clients sont presque tous des musulmans. Chacun est à la quête de l'animal à sacrifier pour se conformer à cette prescription de l'islam. Bon, le marché s'anime à compte-gouttes. Les clients viennent à compte-gouttes parce que les moyens, il y a les moutons qui sont chers à cause du transport. Le transport est cher, les moutons aussi, ils ont pris le prix. Et puis, bon, les clients viennent à compte-gouttes quand même. Les prix sont un peu hauts, sérieux. Sinon, pour ne pas mentir, le mouton qu'on a acheté l'année passée à 100 000, aujourd'hui tu viens, c'est à 150, 130. Et bon, les gens le viennent vite pour sortir payer les moutons. Sinon, il y a des... Les moutons ne viennent pas comme ça, hein. Les moutons ne viennent pas. Les moutons ne viennent pas. Ceux qui sont ici encore, les gens doivent encore sortir vite pour venir payer. Bon, on nous fait comprendre que les djihadistes n'ont pas laissé les Burkinabés rentrer. C'est ça le problème qui se pose, d'après nos renseignements qu'on a eus. Quoi qu'il en soit, la fête aura bel et bien lieu. Les prix des bêtes varient en fonction de la taille de l'animal. Les moutons ne sont pas au même prix. Il y a des moutons au moyen prix de 50 à 60, 100, 150. Il y a même des 800 000, 500 000 derrière nous comme ça. Donc ça dépend, ça varie de prix en prix. Ça dépend, oui, ça dépend de moyens, de moyens de celui qui veut payer. Ah mais la fête aura lieu. Mouton est cher ou pas, est moins cher ou pas, la fête aura lieu et on achètera. Ça c'est forcé, on achètera. Fête la plus importante de l'islam, l'Aïd el-Kébir se déroule au lendemain du grand rassemblement des pèlerins à la Mecque sur le mont Arafat. Elle marque chaque année la fin du Hajj et commémore la soumission d'Ibrahim à Dieu. Direct Aid est une organisation internationale qui tient et basée au Bénin. On a commencé au Bénin depuis 1997. On intervient dans plusieurs domaines, c'était l'hydraulique, l'éducation, la protection d'enfance, la santé, les partenariats, les projets de développement. Toutes nos actions, ça coule vers le Bénin révélé et les programmes, les plans stratégiques de développement de Bénin. Et la synergie de nos efforts va sans doute aider à donner des résultats tangibles pour nos actions, pour nos développements au Bénin. Nous n'avons que dire merci à Madame la vice-présidente. Nous sommes très fiers de la visiter aujourd'hui. Je profite de cette occasion pour la remercier pour cet accueil chaleureux. Et je suis sûr et certain que cet accueil sera fructueux et que pas mal de choses qui vont sortir au profit de la population au niveau du développement. Notre rencontre, c'est pour officialiser cette relation et pour renforcer nos actions qui peuvent couler vers l'intérêt de la population. Le porte-parole, qui est en même temps la vice-présidente du bureau de la Confémène, a fait part à la vice-présidente de la République la quintessence, n'est-ce pas, de cette session. Et au même moment, les attentes de la Confémène vis-à-vis du Bénin. Alors, la vice-présidente a pris bonne note des doléances, notamment celle qui est liée à l'implication personnelle, n'est-ce pas, du chef de l'État quant à l'accompagnement souhaité pour que les autres pays puissent porter la question de l'évaluation des apprentissages comme un défi à relever au niveau du secteur de l'éducation. La principale, c'est que nous avons conçu un cadre commun d'action et nous avons sollicité Madame la vice-présidente pour un plaidoyer auprès du président de la République. C'est important que ce soit porté par
les plus hautes autorités des États. Et nous souhaiterons que le président Patrice Talon, qui a déjà révélé le Bénin tant de fois en matière d'éducation, autour des cantines scolaires, autour de la réforme de la formation professionnelle et autres, puisse être le porte-parole de notre institution auprès des autres chefs d'État pour que ces financements soient améliorés. Ces chiffres nous paraissent importants et il faut revenir sur ces chiffres parce que le PAG 2016-2021 cumulait autour de 9 038 milliards et l'intention était de générer 500 000 emplois directs et indirects. Pour ce qui a été du PAG 2016-2021, c'est déjà à la 4e année au cours de ce quinquennat que la barre des 500 000 emplois directs et indirects à créer a été largement dépassée. À un peu plus d'un an de la fin de ce quinquennat, nous étions déjà à plus de 600 000 emplois directs et indirects créés, tels que recensés, documentés, chiffrés par les services de l'INSAE, à l'époque l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique. Pour ce quinquennat 2021-2026, j'ai rappelé que c'est 11 milliards de francs CFA. Ces emplois, le gouvernement compte les créer en bonne intelligence avec le secteur privé. C'est pour ça qu'une bonne partie des réformes qui sont achevées au premier quinquennat se sont poursuivies où leur effet se constate de plus en plus. Je veux parler en termes notamment de la facilitation de la création d'entreprises dans notre pays, toutes les mesures législatives et réglementaires qui ont été prises pour ne pas revenir ici si les lois qui ont été votées avec le précieux concours de la représentation nationale, le code de l'investissement, la loi pour la promotion des petites et moyennes entreprises, un certain nombre de la loi sur la procédure d'embauche en République du Bénin. Au niveau du secteur PME, le gouvernement a fait l'option d'engager la réforme du secteur, notamment en mettant fin à la multiplicité des acteurs qui intervenaient pour soutenir peu ou prou ça et là les acteurs de ce secteur en allant à la mise en place d'un guichet unique. Nous avions une organisation du monde artisanal dans notre pays qui a été totalement reliftée pour qu'il soit conforme non seulement à la loi, mais aussi aux dispositions du code communautaire de l'espace UEMOA. Donc, en lieu et place de l'ancienne organisation que nous avions, où il y avait l'UCIMB, l'Union des chambres interdépartementales de métiers du Bénin, et ses démembrements, nous avons maintenant une chambre des métiers de l'artisanat en bonne et due forme, consacrée par la loi. Cette chambre est dotée d'une assemblée consulaire constituée de 80 élus par leurs pairs qui viennent des, 164 métiers du secteur de l'artisanat conformément à la nomenclature des métiers de l'artisanat de l'espace communautaire de l'UEMOA, des 40 corps de métiers et des 8 branches d'activité. Cette chambre consulaire qui a été mise en place est dorénavant donc l'interlocuteur unique du secteur de l'artisanat auprès des pouvoirs publics, auprès de tous les partenaires qui soient nationaux ou internationaux. Cette réforme aussi a été conduite avec diligence et a été bouclée. Si vous avez tout oublié, retenez au moins que le PAG 2021-2026, c'est 11 milliards d'investissements, c'est 1 300 000 emplois directs et indirects
que nous projetions de créer au cours de ce quinquennat. Et je suis sûr que avant même le bilan de ce quinquennat, à 1 an, 2 ans du thème de ce quinquennat, ce chiffre aura été largement, pas dépassé, je dirais, pulvérisé. Un nouveau déversement de pétrole dans une installation Shell au Nigeria a contaminé des terres agricoles et une rivière, bouleversant les moyens de subsistance des communautés de pêcheurs et d'agriculteurs. Ce déversement est l'un des pires des dernières années dans la région d'Elmé, dans l'Ogoniland, selon l'écologiste Fineface Dumname. Plus de 300 pêcheurs sont touchés par ce déversement massif. Shell a reconnu sa responsabilité d'après mes informations et actuellement, de ce que j'ai entendu dire, ils ont fermé le point de déversement. Mais son impact ne peut pas disparaître durant l'année qui suit, car il est énorme. Selon le programme environnemental des Nations Unies, les déversements sont fréquents dans la région en raison du vandalisme et du vol, mais également par manque d'entretien des pipelines. En comparant ce type de déversement avec ce que nous avons eu à Ogoni auparavant, je pense que nous avons eu un déversement de la même ampleur il y a environ 15 ou 16 ans. C'était au milieu des années 2000 dans la région de Bodor. Cela a entraîné le paiement d'une indemnisation massive par Shell. La compagnie Shell, basée à Londres, a déclaré qu'elle travaillait avec une équipe d'enquête conjointe composée de régulateurs, d'habitants d'Ogoniland et d'autorités locales, afin d'identifier la cause et l'impact du déversement. En Sierra Leone, le président sortant Julius Maada Bio est en tête de l'élection présidentielle avec 55,86% des voix. Et ce, après 60% du dépouillement, selon les chiffres partiels fournis par la commission électorale ce lundi. Si les tendances se poursuivent, Bio serait réélu pour un second mandat puisqu'un candidat est élu dès le premier tour s'il recueille plus de 55% des suffrages. Environ 3,4 millions de personnes étaient appelées samedi à participer au scrutin aux allures de revanche de 2018 entre Bio, ancien militaire à la retraite, et Samura Kamara, son principal adversaire, qui est arrivé en deuxième position avec 41,53% des suffrages. Son parti, le Congrès de tout le peuple, a soulevé ces derniers jours des inquiétudes sur le manque de transparence de la commission électorale. Les forces de sécurité ont violemment dispersé dimanche soir des opposants à Freetown, au siège de l'APC. Alors que l'élection s'était déroulée globalement dans le calme, des témoins ont vu du sang à l'intérieur du siège de l'APC lundi matin et des impacts de balles. Le décompte des voix se poursuit en Sierra Leone après les élections générales de samedi. Pour le président de la commission électorale, le scrutin du 24 juin est l'un des meilleurs que le pays ait connu. Si ce n'est pas la meilleure, c'est l'une des meilleures journées électorales en Sierra Leone. Et c'est la promesse que j'ai faite lorsque j'ai pris mes fonctions. Je voulais superviser une élection où nos enfants iront à l'école et les gens vaqueront à leurs occupations normalement. Si les élections générales se sont globalement déroulées dans le calme, des interventions ont eu lieu dimanche soir à Freetown. Les partisans de l'APC, le parti de Samura Kamara, principal adversaire du président sortant, ont défilé dans la capitale affirmant avoir remporté les élections. Pour les disperser, les forces de l'ordre ont annoncé dans un communiqué avoir utilisé des bombes lacrymogènes. Lorsque vous gagnez honnêtement les élections, vous avez la confiance nécessaire pour servir votre peuple correctement. Il ne faut pas être un parlementaire ou un président malhonnête. Il faut être le président du peuple. Laissez la volonté du peuple faire de vous le président. Il faudra récolter 55% des voix pour remporter la victoire au premier tour, autrement un second sera organisé dans les 2 semaines.
En plus de leur président, les Sierra-Léonais ont également voté samedi pour élire leur parlement et les conseils locaux. Aucun chiffre concernant la participation n'a encore été avancé. Au Kenya, le président William Ruto a promulgué ce lundi une loi de finances qui instaure de nombreuses nouvelles taxes. Une décision qui fait face à de multiples critiques de l'opposition et de la population de ce pays touché par une forte inflation qui a atteint les 8% en mai dernier. Le texte voté la semaine dernière par le Parlement prévoit notamment une hausse de la TVA sur les carburants de 8 à 16%, ainsi qu'un impopulaire prélèvement sur les salaires destiné à financer un programme de logement à bas prix. Le prélèvement initialement prévu à 3% a été réduit à 1,5%. L'opposition emmenée par le vétéran Raila Odinga accuse le président kényan de renier ses promesses de campagne, alors qu'il s'était présenté comme le défenseur des déshérités, en s'engageant à améliorer leurs conditions de vie. La coalition d'opposition Azimio doit décider mardi d'éventuelles actions contre ce texte. Le Fonds monétaire international de son côté a salué fin mai l'action du gouvernement Ruto face au défi de 2022 dans un communiqué annonçant l'accord d'un prêt d'1 milliard de dollars au Kenya. Pour les pèlerins musulmans du monde entier s'ouvre ce mardi une journée de prière et de recueillement intense dans l'ouest de l'Arabie Saoudite. Des centaines de milliers d'entre eux accomplissent actuellement le Hajj, l'un des 5 piliers de l'islam. Après s'être rendus dimanche à la Kaaba, ils ont passé la nuit à Mina, près de la Mecque. Dès l'aube ce mardi, les pèlerins ont rendez-vous sur le mont Arafat, le site religieux où le prophète Mahomet aurait prononcé son dernier sermon. Ils passeront la journée à prier et à réciter le Coran avant de dormir en plein air à Mousdalifa, à mi-chemin entre Mina et le mont Arafat. Le Hajj, l'un des plus grands rassemblements religieux au monde, se déroule cette année du 26 juin au 1er juillet et sans aucune restriction sur le nombre de participants, contrairement aux 3 années précédentes marquées par la Covid-19. Après la tentative de rébellion du fondateur du groupe paramilitaire russe Wagner, Evgeny Prigojine, contre le pouvoir en Russie, la question de l'avenir du groupe paramilitaire et notamment de la présence de ses troupes déployées dans plusieurs pays d'Afrique se pose, même si la fronde a été avortée et que la Russie a finalement abandonné les poursuites contre Wagner et leur chef. Cet épisode met toutefois en lumière une lutte de pouvoir en Russie et laisse l'État fragilisé. Une situation qui peut rendre perplexes les États africains qui ont fait confiance au groupe paramilitaire russe. Le fondateur de Wagner n'a pas hésité à mentionner le continent lors de l'une de ses prises de parole samedi 24 juin. Après son intervention en Syrie à partir de 2015, le groupe a concentré une partie de son activité sur le continent africain, avec des percées au Soudan, en République centrafricaine et en Libye dès 2017-2018, ainsi qu'au Mali et au Mozambique. Le groupe agit sur le plan de la sécurité, l'exploitation et l'exfiltration des ressources naturelles et les manœuvres informationnelles. Toutefois, selon les dires de Prigojine, l'Afrique aurait potentiellement été au cœur des tensions entre Wagner et son commandement russe. Le groupe réclamait plus d'argent et de matériel au ministère de la Défense russe pour pouvoir aider sur place, ce que le ministère aurait refusé de donner. L'influence russe en Afrique ne devrait cependant pas être affectée par cette rébellion avortée, les gains politiques, économiques et diplomatiques obtenus ces dernières années par cette présence sur le continent africain étant trop importants pour Moscou. La question est de savoir si Prigojine sera maintenu à la tête de Wagner, si le groupe passera sous le giron du ministère de la Défense russe ou si d'autres groupes militaires russes privés prendront le relais des activités sur le continent africain. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a assuré lundi que le groupe paramilitaire Wagner va continuer d'opérer au Mali et en Centrafrique. Il a affirmé que la rébellion avortée de cette organisation en Russie ce week-end n'affectera pas la relation entre Moscou et ses alliés, parmi lesquels le Mali, la Centrafrique, mais aussi le Soudan, le Mozambique et la Libye.
La République centrafricaine est l'un des pays, avec le Mali, dont le gouvernement a officiellement demandé l'intervention d'une société militaire privée. C'est à un moment où les Français et d'autres Européens ont abandonné la République centrafricaine et le Mali, réduit la présence des contingents antiterroristes sur place, fermé les bases militaires destinées à renforcer la lutte contre le terrorisme. Pour les Occidentaux, Wagner est un instrument d'influence russe destiné à avancer les intérêts de Moscou et concurrencer ceux des Européens. Le groupe armé est aussi accusé de commettre des exactions là où il est déployé et d'extorquer les ressources naturelles. Le groupe agit sur le plan de la sécurité, l'exploitation et l'exfiltration des ressources naturelles et les manœuvres informationnelles. Dans les conditions où elles se sont retrouvées face aux bandits, Bangui et Bamako se sont tournés vers la société militaire privée Wagner en lui demandant d'assurer la sécurité de leurs autorités. Outre les relations avec cette société militaire privée, les gouvernements de la République centrafricaine et du Mali ont des contacts officiels avec nos dirigeants. À leur demande, plusieurs centaines de militaires travaillent en République centrafricaine en tant qu'instructeurs. Ce travail se poursuivra. Le ministre russe des Affaires étrangères a attiré l'attention sur des informations selon lesquelles les services de renseignement américains étaient au courant du projet de mutinerie, mais que Washington n'avait pas communiqué ces informations à Moscou, ajoutant qu'il devait espérer que la mutinerie aboutirait.